début du mois de janvier 1944, il y eut de grands mouvements dans la troupe. Nous devons remettre notre solbook, notre livret militaire et notre argent, ainsi que toutes les valeurs que nous possédions à l'administration. À 4 heures du matin, c'était le départ vers la forêt de Tequino. Een goedenavond. In de streek van Cherkassy ligt het woud van Teklino. Nog voor in de zogeheten zak van Cherkassy 50.000 Duitse en met hen strijdende manschappen zullen omsingeld worden, hadden Duitse waffen-SS'ers herhaalde malen gepoogd het woud van Teklino vol Russische bunkers te ontzetten. Doch zelfs zij waren hierin niet geslaagd. De tegenstand van de Russen was te sterk. Toen de Grelle dit vernam, stelde hij de Duitse waffen-SS-leiding voor het uitkammen van dit woud aan de Walen over te laten, waarmee die leiding maar al te graag instemde. De Grelle zag hierin een middel om zich bij de Duitsers te laten opmerken. Het woud werd inderdaad ingenomen, maar wat de inzet voor de Waalse manschappen en de Rijksjongeren heeft betekend, blijkt uit het nu volgend verhaal van Jacques Leroy. Nous nous avancions en colonne par un dans la neige jusqu'à l'orée de la forêt. 3 compagnies, environ 380 hommes. À 5 heures précises, une fusée verte, troublant le silence, faisait son apparition dans le ciel. C'était l'ordre d'attaque. Dans cette forêt immense se trouvait une force armée soviétique d'environ 2 régiments. Des nids de mitrailleuses tous les 10 mètres. Je n'ai, à part Aldam, jamais connu une telle boucherie. Le combat faisait rage. La mitraille et les balles crépitaient de toutes parts. Les cris des assaillants se mêlaient aux cris des blessés. Nous avancions mètre par mètre. Les arbres nous servaient de boucliers. Toutes les 5 minutes, nous apprenions que l'un était tombé ou blessé. C'était au petit bonheur la chance. Je m'arrêtais devant un trou tranché dans lequel se trouvaient 2 soldats soviétiques couchés sur le dos et râlant. Je pointais ma mitraillette sur eux, mais je ne tirais pas. Ils étaient sans défense et je ne voulais pas avoir leur mort dans ce cas sur la conscience. Tout à coup, je m'aperçus que sur mon côté gauche, les camarades étaient en difficulté et se trouvaient encore sur la mi-hauteur de la colline, ne parvenant pas à dégager leur secteur. Sans hésiter, je m'y rendis pour leur venir en aide. Tout à coup, je sentis une brûlure, ma mitraillette me tombe des mains et je m'affaisse. J'essaye de me relever péniblement et je vois du sang sur la neige. J'étais blessé. Mes yeux se voilent et me sens faiblir. Je dévale la colline en criant « Je suis blessé » et tombe. Un camarade court vers moi et m'aide à gagner l'orée où le médecin lieutenant Roukens s'y trouvait, me prend en charge sur des bois noués et on me transporte à l'infirmerie de secours. À partir de ce moment, je ne me rappelle absolument plus de rien. J'étais tombé dans le coma et ne revins à moi que 3 jours plus tard dans l'hôpital de Korsom. On me transporte
immédiatement dans la salle d'opération. Et le chirurgien tend sa main devant mes yeux, cache mon œil et me demande combien de doigts. C'était clair et je ne voulais pas y croire. Je ne voyais plus. Je lui répondis 4 doigts. Ce n'était pas 4, c'était 3. Première opération, on m'enlève l'œil droit. Il avait été brûlé par une balle et le restant de la rafale m'était entré dans l'épaule droite. Pendant 5 jours, j'étais aveugle. Un bandeau sur les yeux. Alors, les ballons ont pris la forêt de Tequino. Oui. Mais ils ont eu combien de pertes? Des pertes considérables. Combien? À peu près 60%. 60% de pertes, oui. En niettegenstaande deze zware verliezen van het Waals legioen, werd het woud van Tequino enkele dagen later opgegeven, ontruimd. Talrijke jonge Walen hadden er het leven gelaten of waren verminkt, in feite, om de politieke ambities van de Grelle te dienen. Qu'il ait voulu s'imposer par le truchement de la Légion Wallonie sur le plan politique. Oui, je suis d'accord. Jacques Leroy was een van de ongeveer 150 Rexistische jongeren die in maart 1942 de oproep van de Reksleiding beantwoordden om zich voor het Oostfront te melden. Hij was toen 16 jaar. Hoe het zover is gekomen, willen we vanavond samen met u onderzoeken. De Rexistische jeugd, Jeunesse Rexiste, ontstond in het midden van de jaren 30. Toen de Grelle zich in 1936 van de katholieke partij losmaakte, wilde hij immers ook over een jeugdbeweging beschikken. Over de geschiedenis van de Jeunesse Rexiste bestaat weinig geschreven bronnenmateriaal. Vast staat wel dat de Reksjeugd de ideologie van de Reksbeweging heeft onderschreven. De verering voor de chef, Léon de Grelle, het streven naar een sterke staat waar orde en tucht zouden heersen en de drang naar heldhaftigheid zijn constante in deze ideologie. Duur et puur, hard en zuiver, was daarom ook het motto van de Jeunesse Rexiste. In oktober 1940 werd de Reksjeugd nieuw leven ingeblazen. De bezetting leek immers nieuwe kansen te bieden. Dat dachten trouwens nog anderen dan de leiders van de Reksjeugd. Naast de Jeunesse Rexiste werden tijdens de bezetting in Wallonië nog enkele andere jeugdbewegingen met nieuwe ordekenmerken opgericht. Zo was er de Jeunesse Romane, die naar een Belgische eenheidsjeugd streefde en alleen al daarom weinig of geen kans had om het te halen. Als gevolg hiervan ontstond al vlug een afsplitsing van de Jeunesse Romane onder de naam Jeunesse Wallonne. Deze beklemtoonde dan weer de eigenheid van het Waalse volk in een door Duitsland geleide ruimte wel te verstaan. Daarboven was er ook nog de jeugdorganisatie van Les Amis du Grand Reich Allemand, de AGRA, die de SS-gedachte propageerde. Maar deze erg kleine groepen telden alles samen slechts een paar honderden leden, terwijl de Reksjeugd er toch nog enkele duizenden omvatte, althans bij het begin van de bezetting, want verderop tijdens de oorlog zal haar aantal, zoals bij de volwassenen, achteruit lopen. Daarom zal dit programma vrijwel uitsluitend over de Jeunesse Rexiste in haar diverse vormen gaan. De toestand op jeugdgebied lag in Wallonië gevoelig anders dan in Vlaanderen. De evolutie van de collaborerende jeugdbewegingen in Vlaanderen werd gekenmerkt door een scherpe rivaliteit onder vrij sterke organisaties. In Wallonië slaagde Rex zonder veel moeite erin de andere jeugdgroepjes te overheersen, uit te schakelen of op te slorpen. Maar ook de eenheidsorganisatie die in 1943 ontstond door de samensmelting van de Jeunesse Rexiste en de Jeunesse Romane telde slechts aan 2000 leden. En dat was veel minder dan de Vlaamse jeugdorganisaties in de collaboratie. Deze eenheidsjeugd kreeg de veelbetekenende naam van Jeunesse Légionnaire, legioenjeugd dus. Want bij de Grelle stond alles in het teken van het Oostfront.
Een inzet waarmee hij zich politiek wilde waarmaken. Over de inzet van de Rijksjeugd aan het Oostfront werden verscheidene getuigen bereid gevonden tot een tv-interview. Maar over de werking van de eigenlijke Rijksjeugd hebben wij met veel moeite slechts 3 gesprekspartners daartoe kunnen bewegen. Nochtans werden 14 jeugdverantwoordelijken aangezocht. En 2 van de 3 die wel hebben aanvaard, wensten dan nog op de koop toe onbekend te blijven. En ook dat is een opmerkelijk verschil met Vlaanderen. La plupart des jeunes rexistes avaient-tu une formation catholique? Je peux dire que les 3/4 émanaient d'établissements d'enseignement catholique, oui. Et quelle était la composition sociale de cette jeunesse rexiste? C'était surtout des classes moyennes et des professions libérales. Jacques Leroy, avant la guerre, vous avez appartenu à quel milieu? Ce qu'on peut encore appeler maintenant la bourgeoisie. Nous étions une famille, une vieille famille bourgeoise de la ville de Binche. Mon père était brasseur malteur. Nous étions 4 enfants. Mon père, qui faisait partie, avant 1936, du parti catholique, du mouvement catholique, vieille famille catholique aussi, a été attiré et subjugué par le parti rexiste, surtout par la personnalité de Léon Decrel. Mon père a participé aux élections en 1936 et est devenu bourgmestre de la ville de Binche. Oui. Et vous-même, avez-vous fait partie du mouvement de jeunesse rexiste d'avant-guerre? Non, non. Mes parents étaient très sévères et exigeaient de nous que nous étudions. J'étais à l'époque au collège de Binche, au collège Notre-Dame de Bonsecours, à Binche. En ce qui concerne les enfants, l'important pour les parents était leurs études. C'était leurs études. Sans être membre de la Légion nationale, j'allais parfois assister à des réunions de la Légion nationale. Tous ces partis nouveaux, tous ces mouvements nouveaux m'intéressaient. M'intéressaient parce que jusqu'à l'époque, les partis démocratiques ne m'avaient absolument rien apporté. Je me rappelle quand j'étais très jeune, très petit comme on dit, en 1934, le soir je sortais du collège avec les copains et dans la ville de Binche, dans cette petite ville de Binche, il y avait des manifestations et des manifestations du Front populaire. Le Front populaire qui existait déjà en France à l'époque et qui avait eu une influence considérable sur les masses ouvrières en Belgique. Alors, ils portaient sûrement des drapeaux rouges. Ils portaient des drapeaux rouges. J'ai vu ces drapeaux rouges. Pour moi, le drapeau rouge à l'époque, c'était comme dans l'arène, le drapeau rouge. Le drap rouge que l'on tient pour attirer le taureau. Oui. Le même effet sur vous ça me faisait le même. Que le rouge sur le taureau. Oui, absolument. Mais d'où cela a toujours fait cet effet-là. Il y a eu la naissance du rexisme aussi. Et le chef du parti rexiste, Léon Decrel, nous parlait, dans ses discours, nous parlait du fascisme, nous parlait du franquisme. Je tiens surtout à vouloir dire qu'à cette époque, très jeune, j'ai été ébahi, subjugué par la personnalité de Léon Decrel. J'allais écouter ses discours à pied, en vélo, et toujours à l'insu de mes parents. Vous sortez de quel milieu, madame? D'un milieu catholique traditionnaliste. Mon père était très attaché aux principes et il aimait l'ordre, l'obéissance, et j'en ai été très marquée. La discipline. La discipline. L'ordre et la surtout, discipline. Oui. Il avait horreur de l'anarchie et
je me souviens qu'il avait une certaine sympathie pour le fascisme de Mussolini. Vous-même, vous aimiez l'ordre et la discipline? Ah oui, oui, oui. J'aimais l'uniforme, j'aimais la vie communautaire, enfin, avec une discipline librement consentie. J'aimais ça, oui, j'aimais beaucoup. Pourquoi avez-vous décidé en 1934 de faire partie du mouvement rexiste? Parce que je suis allée écouter les conférences de Léon Degrelle sur les taudis, entre autres, sur la condition pénible de certaines classes de la société. Et cet aspect social et généreux m'a plu. Avant la guerre, avant d'affilier à Rex, vous avez appartenu à quelle tendance? Ah, je faisais de l'Action catholique. Je n'ai jamais quitté l'Action catholique. Je suis restée à l'Action catholique. Quand vous étiez chez Rex? Oui, 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 oui. Est-ce que le mouvement rexiste était bien ou mal vu au sein de cette Action catholique? En général, il était bien vu, mais c'est du côté du jossisme, c'est-à-dire de la jeunesse ouvrière chrétienne, qui était déjà beaucoup plus apparentée à la démocratie chrétienne à l'époque, que les choses sont un petit peu figées et raidies. C'est de ce côté-là que nous avons éprouvé la première, je ne dirais pas animosité, mais la première réserve, du côté, donc, jossiste et démocrate chrétien. Vous appartenez à quelle famille? Mon père était avocat, n'est-ce pas? Et disons, dès 1936, nous avions un intérêt très vif pour le mouvement rexiste et pour Degrelle. Votre père aussi était membre de Rex? Oui, mon père était rexiste en 1936. Mais je tiens à vous dire qu'en 1935, j'étais à l'Action catholique. Un père jésuite que nous appelions Pipette était titulaire de la 3e gréco-latine au collège Saint-Michel. Ah, à Bruxelles, oui. Oui, Saint-Michel. Pipette était très favorable à Mussolini et très en faveur du fascisme italien. Et il était le seul dans ce collège qui était pro-fasciste? Non, il y avait une tendance de droite et d'extrême droite dans ce collège. Et pour la majorité? Oui, disons, je suis fort influencé par ce professeur. Et en 37 en rhétorique, sur 17 élèves, il y a 15 étaient rexistes. Mais ce n'était pas le seul professeur qui était pro-fasciste? Non, il y avait d'autres qui étaient moins fascistes que lui, mais enfin qui étaient quand même d'extrême droite. Disons que combien de pourcentage, par exemple, avait-il de gens qui étaient favorables au fascisme? Oh, 50 à 60%. Au collège, là, aviez-vous déjà, avant la guerre, été influencé par des professeurs de ce collège? Mais influencé surtout sur la question du communisme. C'était l'ennemi numéro un. Et avant la guerre, les professeurs au collège, là, à Binche, étaient-ils en majorité pro-rexistes? Avant la guerre, oui. Et prenons maintenant pendant la guerre. Est-ce qu'ils sont restés pendant la guerre autant pro-rexistes comme avant la guerre? Non. Il y a eu une évolution? Il y a eu une évolution, absolument. Et est-ce qu'ils sont restés anticommunistes pendant la guerre aussi? Oh, ils sont restés anticommunistes, ça je le pense, oui. Et est-ce qu'il n'y avait pas un professeur, surtout un professeur qui était de votre bord, disons? Oui, oui. Mon professeur de 4e latine était rexiste, il ne s'en cachait pas, il ne s'en cachait ni en privé ni en public. Et l'avez-vous revu par après? Je l'ai revu par après. Où ça? Je l'ai revu par après lors de la visite médicale le 10 mars 1942. Le départ pour la Légion? Le départ pour la Légion. Le deuxième contingent. Il était présent, il est parti également. Aanvankelijk werden de Rex-jongeren Jeunesse Rexiste geheten. Einde 1936, nadat de Grelle ervan gedroomd had via een mars op Brussel de macht in handen te nemen, werd Rex niet enkel door de kardinaal veroordeeld. Ook de regering van Zeeland trad op en verbood alle paramilitair vertoon. Als gevolg hiervan werd de Rex-jeugd gecamoufleerd in een association de camping et de tourisme en centres actifs de propagande.
Eh bien, je crois que c'est parce que les jeunes s'effrayaient d'un parti politique, et alors on a parlé d'une dénomination différente pour attirer les jeunes. Ah oui. Oui, c'est ça. Pour ne pas dire que c'était Rex. C'est ça, exactement. Il y a un décret national qui est paru en décembre 1936, interdisant la formation de milices privées. Seuls les partis, les mouvements de jeunesse autorisés avaient le droit et ont eu par la suite le droit de porter un uniforme. Je parle entre autres du scoutisme, des scouts et de la jeunesse socialiste, les Faucons. Et alors, Et de par cette interdiction, après cette interdiction, et c'est la seule raison pour laquelle le nom de jeunesse rexiste a été changé en ACET. pour vous, madame, le mouvement des jeunes de Rex, d'avant-guerre, ça a été quoi? Oh, ça a été une époque formidable. Nous partions vendre nos journaux, nous assistions à des meetings, nous étions vibrants, nous étions, je ne dirais pas exaltés, mais enfin, on vivait à vraiment pleinement notre jeunesse, enfin. C'était vraiment quelque chose de très épanouissant. Très, très bien. In oktober 1940 werd gepoogd de Rexistische jeugd nieuw leven in te blazen, opnieuw onder de benaming Jeunesse Rexiste. Als jeugdleider werd John Hagemans aangesteld. Eigenaardig genoeg was Hagemans van 1930 tot 1935 communist geweest en was hij in 1933 zelfs secretaris van de Vereniging van Marxistische Studenten aan de ULB. Nadien stapte hij naar het Ferdinase over en nog later naar het Rexisme. Met zijn jongeren belandde hij dan uiteindelijk tijdens de bezetting in het nationaal socialisme. Nous étions des équipes de propagande, nous n'étions pas structurés en jeunesse et que ça devenait une nécessité à ce moment-là. Par la victoire des Allemands? Peut-être, peut-être. Évidemment, moi je parle pour moi, je ne me base pas sur la victoire, non. Je pense que la victoire d'un pays n'est pas une preuve d'avoir raison. L'histoire montre que quand on est victorieux, on a toujours beaucoup d'adhérents. C'est exact, oui. Quand on est perdant, on est seul. Oui. Alors je crois que ça peut avoir... Ça a pu s'appliquer aussi, certainement. Pourquoi les jeunes de Rex étaient-ils appelés les fils et filles d'un peuple de maîtres? D'abord parce que les jeunes de Rex appartenaient au parti de Rex, il ne s'agissait pas seulement des jeunes de Rex. Nous sommes un peuple de maîtres, nous avons un passé considérable. Nous avons un passé considérable, nous avons une jeunesse, et nous avions à cette époque-là une jeunesse d'élite. Pourquoi les membres de la jeunesse légionnaire ne pouvaient-ils pas avoir d'ascendance juive? Écoutez, ça va un peu de soi. Hein. Comment ça? Ça va un peu de soi, hein, monsieur. Pourquoi ça? Écoutez, on avait des alliés allemands qui combattaient les juifs, ça aurait été choquant que nous aurions des juifs dans le... On était anti-juifs chez Rex, parce que les Allemands étaient anti-juifs. Oui, oui. Monsieur, dans les principes fondamentaux de la jeunesse rexiste, il est stipulé, entre autres, que les jeunes rexistes devaient avoir le respect des croyances d'autrui. Mais comment expliquer alors les nombreux articles antisémites et anti-maçonniques dans les publications des jeunesses rexistes? Écoutez... C'est contradictoire. Oui, c'est contradictoire, mais disons c'est la théorie et la pratique, comme dans les autres partis. Le but de la jeunesse rexiste était-il d'initier de jeunes Belges francophones dans la pensée nationale-socialiste? Et je l'ai repris, hein, cette expression, de document du mouvement Rex. Oui, 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 c'était nos alliés. C'était nos alliés, oui, d'accord. Non. Non, là je serais catégorique, pas du tout dans la pensée nationale socialiste. Je pense que oui, mais il s'agissait d'un national-socialisme adapté à notre pays. Ça, on a toujours été formel. Ce n'était pas
la tournure allemande, parce que nous avions une mystique, c'était la mystique bourguignonne. Nous poursuivions un rêve, c'était la Grande Belgique, c'était sans doute une utopie. Et là-dedans, nous voyons une structure de la discipline et tout, mais pas la rigidité, pas le système allemand. Chacun des partenaires allemands devait normalement, la paix revenue, faire sa loi chez lui comme il l'entendait. C'était là notre conviction. Êtes-vous d'accord pour dire que la jeunesse rexiste a été une jeunesse politique formée dans l'esprit de la révolution nationale-socialiste? Non. Dans de la révolution fasciste, oui, mais pas dans la révolution nationale-socialiste. Pourquoi alors, monsieur, si vous êtes si catégorique, pourquoi en septembre 1941, le nom de la jeunesse rexiste, et je sais ce que dit, a-t-il été changé en jeunesse nationale socialiste? Pouvez-vous me dire à quelle époque et à quelle date, s'il vous plaît? En septembre 1941. En septembre 1941. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute. Je n'ai aucune réponse à faire à cet argument, aucune. Parce qu'elle est en opposition avec ce que vous venez de dire? C'est ça la raison? C'est possible. Nous n'avions absolument rien de commun avec le national-socialisme. Ah, rien de commun? Rien de commun. Pourquoi, monsieur, alors envoyer les jeunes en Allemagne chez la Hitlerjugend qui était national-socialiste? Pourquoi envoyer les chefs et les cheftaines en Allemagne chez les national-socialistes pour être formés selon la méthode national-socialiste? Pourquoi la Weltanschauung national-socialiste pour les chefs et les cheftaines? Pourquoi aller combattre avec les national-socialistes alors, si vous êtes tellement opposés au national-socialisme? Parce que vous allez vous battre à côté des Allemands, les nationaux-socialistes. À côté d'eux. Oui, oui. Et je vous répondrai encore, et pourquoi pas? Parce que ce qui nous animait, c'était l'idéal anticommunisme. Nous allions combattre le communisme. Nous avons été en Russie et uniquement en Russie pour combattre le communisme. Peu importe le port de l'uniforme. Nous avions d'ailleurs, sur notre manche gauche, nous portions l'écusson du drapeau belge avec le nom de Wallonie au-dessus de cet écusson. Oui, monsieur le roi, mais sur un uniforme allemand, je m'excuse, hein, sur un uniforme allemand, si vous n'aimiez pas tellement le nationalisme allemand, pourquoi alors la jeunesse rexiste entretenait-elle des rapports étroits, très étroits, avec la jeunesse hitlérienne allemande? Mais les rapports étroits qu'on peut avoir avec des amis n'impliquent pas qu'on accepte toutes leurs options. On peut très bien être ami avec quelqu'un, dire les trois quarts de ce que tu dis, je suis d'accord, pour le reste, nous ne pensons pas comme ça. Je n'aurais jamais admis de ne plus avoir de liberté religieuse. Or, nous avons toujours cru, à tort, que la religion était bafouée. Or, j'ai fait un séjour en Allemagne, dans une école de cheftaines. Nous sommes allés 12 de jours, avec d'autres cheftaines. Nous avons assisté librement à la messe quand nous le voulions. Il y en a qui allaient tous les jours. Et nous avons été très étonnés, car ce n'était pas dans un petit village de Bavière, ni au fin fond de l'Allemagne, de voir qu'en plein Potsdam, la messe était desservie, les enfants de chœur étaient des ayottes, donc des jeunes hitlériennes, avec brassard, et qui... En uniforme. En uniforme, avec brassard et en uniforme, donc à 100%, 3 gamets, les ayottes. Et qu'ils aidaient le prêtre, donc, ils faisaient leur office d'enfants de chœur. C'était quelle école que vous avez suivie là? C'était la Führerinnenschule de Babelsberg. C'était une école qui formait les cheftaines à Babelsberg. Ah, oui. Nous avons fait beaucoup de visites d'usines, au cours desquelles nous avons même été en contact avec des travailleurs belges et français, qui nous entendaient parler français, qui sont venus parler avec nous. La plupart étaient tout heureux de parler français, et certains nous ont dit, pas méchamment d'ailleurs, on ne comprend pas comment vous pouvez être amis avec ces gens-là. Donc, avec qui? Avec les Allemands, oui. Parce qu'ils voyaient que nous portions un uniforme qui était ressemblant. Het Rexisme was tijdens de bezetting nog veel meer dan de collaboratie in Vlaanderen een marginaal verschijnsel. Vandaar dat de Rexisten met inbegrip van de jongeren in de Rijksjeugdbeweging hoe langer hoe meer geïsoleerd geraakten en niet zelden door de overgrote meerderheid van de bevolking werden gehaat.
Est-il exact que des membres de la jeunesse rexiste étaient mis à l'écart dans certaines écoles catholiques qu'ils fréquentaient durant l'occupation? Oui, oui. Mis à l'écart. On se mettait presque soi-même à l'écart parce qu'on ne côtoyait ou on ne fréquentait plus que les camarades qui avaient les mêmes opinions, les jeunes avec qui nous étions de même opinion. Oui. Mais avant la guerre, les jeunes rexistes n'étaient pas mis à l'écart dans les écoles catholiques. Non. Au début, c'était une antipathie peut-être très réservée, et au fur et à mesure que les Allemands perdaient du terrain, cette antipathie osait se manifester d'une manière plus... Oui, perdaient du plus terrain, calme. vous dites, ou changer de méthode. Hein, ils étaient corrects en 40, après les 18 jours évidemment, ils étaient corrects, C'est ça. mais ça n'a pas duré. Hein. Les gens, sachant qu'ils allaient perdre, se disaient « nous sommes du bon côté, donc nous osons montrer notre antipathie, il n'y a plus de danger ». Je crois que c'est une réaction tout à fait Est-ce que vous avez classique et humaine. Avez-vous constaté que l'antipathie, pour ne pas dire la haine, s'est manifestée davantage contre les gens de la collaboration que contre les Allemands? Je crois que oui. Parce que je vous dis, les Allemands, eux, on les considérait comme des gens qui faisaient seulement leur devoir. Et c'était normal. Étant les vainqueurs, ils pouvaient faire du mal, mais les collaborateurs, eux, se mettaient du côté des ennemis. Oui, c'est exact, oui. C'est dans le cadre prestigieux de la Grand Place de Bruxelles que se déroule la cérémonie de départ du nouveau contingent de volontaires wallons qui iront rejoindre leurs camarades sur le front de l'Est pour combattre le bolchevisme. Le chef de la Légion procède à la remise d'un fanion. Le train quitte la gare du Nord sous les acclamations de la foule. De 10e maart 1942 vertrok het tweede contingent van het Waalse legioen. Opvallend hierbij was het groot aantal leden van de jeunesse rexiste jonger dan de vereiste 18 jaar. Over het doel van hun vertrek worden nu, na meer dan 40 jaar nog steeds, tegenovergestelde verklaringen afgelegd. Peut-on dire que la jeunesse rexiste est devenue une réserve de recrutement pour la Légion Wallonie? Oui, on peut le considérer comme tel. Er waren dus geloof ik in totaal 500 manschappen vertrokken bij dat tweede contingent. Hoeveel jongeren zaten daarbij? Van de jeunesse rexiste bedoel ik. Sur les 500 partants du deuxième contingent, il y avait 200 membres des jeunesses. En waarom waren die vertrokken? Ils étaient partis suite à l'appel de leur chef, qui était en fait le prévôt John Hagemans. John Hagemans, qui lui-même a lancé son appel suite, disons, à parce que des instructions reçues par l'intermédiaire d'un officier wallon revenu du front et amenant donc, disons, un ordre de rappel pour un deuxième contingent. Dat was Jean Vermeer die was. C'était Jean Vermeer. Die teruggekeerd was aan het front om aan te porren, aan te sporen dat er zou geworven worden. Omdat er dus een groot gebrek was. Mogen we zeggen dat die jongeren moesten inspringen? Hoe oud waren die gewoon of zo? La moyenne d'âge était de 16 à 17 ans. 17-18 ans. En die moesten inspringen omdat ouderen niet zo talrijk naar het legioen kwamen. Hè? Voilà. À ce moment-là, disons que le recrutement en Belgique avait subi une certaine régression. A-t-on fait appel à la jeunesse rexiste pour la Légion Wallonie parce que le recrutement en Belgique avait subi une certaine régression? Non. Non. Là, je peux être catégorique, c'est non. Non. Le recrutement, que le recrutement ait été intensif, bien sûr, mais pour la jeunesse elle-même, et ce qu'il importait, c'était la formation de futurs chefs de la jeunesse en général, puisque nous misions, puisque nous étions certains d'une victoire
des armées européennes qui combattaient contre le bolchevisme. Ce fut surtout symbolique, c'était une présence. Et la présence de ces jeunes, elle était prévue au départ, pour 6 mois. C'était une formation militaire et une formation d'endurcissement de la personne pour être capable, dans la suite, en cas d'une victoire, bien sûr, de diriger ou de pouvoir diriger les jeunes. Maar elders in het interview had Jacques Leroy herhaalde malen de mond vol over het feit dat de jongeren die de 10e maart 1942 vertrokken waren onder wie hij zelf, als enig doel hadden het communisme te bestrijden, wat toch heel iets anders is dan een louter militaire opleiding om dan na 6 maanden naar België terug te keren ten einde er de Rijksjeugd op te leiden. De jongeren van de Jeunesse Rexiste zijn trouwens uit het Waalse legioen niet naar huis teruggekeerd en zijn in de strijd geworpen met alle gevolgen van dien. Moi, personnellement, j'ai répondu, mais presque sans hésitation, à l'appel de John Hagemans, de donner mon obol, c'était ma personne, de donner ma personne, de faire présence dans cette lutte contre le bolchevisme. C'était surtout ce communisme et ce bolchevisme que nous voulions combattre. Ça n'a rien à voir, absolument rien à voir avec les Allemands. Mais vous êtes quand même entré dans l'armée allemande, oui, pour combattre le communisme. Oui. Donc vous êtes mis à la disposition des Allemands quand même. Mais c'était les Allemands qui combattaient le communisme à cette époque. Nous étions bien chez nous, nous avions nos aises, nous faisions des études. Et pourquoi sommes-nous partis? Mais nous sommes partis, et ça je le répéterai toujours, je répéterai toujours tant que je pourrai le dire, c'était uniquement par idéal. Dat de bedoeling heel anders was dan een opleiding tot jeugdleider en het verschaffen van karaktersterkte om na enkele maanden terug naar school in België te gaan, maar integendeel, om na de opleiding uiteindelijk aan het front te worden ingezet, blijkt wellicht ook hieruit dat menige jongere van de Rijksjeugd zonder de toestemming van zijn ouders, meer zelfs, buiten het weten van zijn ouders, is vertrokken. In vele huisgezinnen hebben zich toen ware drama's afgespeeld. Je crois que vous êtes parti à la Légion Wallonie en 42. Oui, oui. Mais quelle nouvelle alors avec votre père qui était tellement patriotique? Mais quand je suis parti, quand je me suis engagé, il n'en savait de rien. Vous n'avez rien dit? J'ai rien dit du tout. J'étais à la veille. Et à votre mère? Non plus. Je ne me suis pas confessé à ma mère non plus. Vous êtes parti comme ça? Comme ça, oui. Je crois sans dire un mot à sans dire un parents. mot à personne. Il y a d'ailleurs des pères ou des mères d'enfants qui s'étaient engagés, on est venu les rechercher à Bruxelles avant le départ. Et vous-même, vous êtes parti avec l'accord de vos parents? Non. Ah, non. Et comment expliquer-moi ça? Mes parents avaient l'intuition que j'allais partir. Ma mère, 2 jours avant le départ, se rendait avec moi au collège pour m'y faire interner. Et pendant que ma mère discutait de mon internement au collège comme pensionnaire, j'ai profité de cette occasion pour m'échapper et j'ai été me cacher à la gare jusqu'à midi, jusqu'au départ du train. In feite moest men toen 18 jaar oud zijn om voor het Oostfront te worden aanvaard. Maar de Duitsers deden de ogen dicht. En niet alleen de Duitsers. Et après, quand on est arrivé dans la caserne, en caserne, on a rempli un formulaire. Où ça? À Meseritz, à Meseritz. En Allemagne. Oui. Alors là, vous avez rempli un formulaire. Et vous avez sûrement indiqué, est-ce que vous avez indiqué votre âge de 16 ans? Absolument. Absolument. J'ai indiqué ma date de naissance. Oui, mais personne n'a réagi? Personne n'a réagi. Et les officiers belges qui étaient là, donc, à la Légion Wallonie, n'ont-ils pas réagi? Non. Non, ça a été accepté. Cette jeunesse qui est partie en mars 42, était-elle en majorité catholique? En majorité catholique, oui. Où a-t-on recruté cette jeunesse rexiste qui est partie? Où ça? Cette jeunesse rexiste est devenue des collèges catholiques, des institutions catholiques. Lorsque vous êtes parti, avez-vous cru que la guerre allait se terminer assez vite? Qu'elle aurait duré jusqu'en 1945, je ne l'ai jamais pensé. À cette époque-là,
à l'époque de mon départ. Et selon vous, John Hagemans, parce que lui, il est parti avec les jeunes, est-il parti avec l'idée que les jeunes n'allaient pas être lancés dans les combats? Il est parti avec l'idée que la promesse qui avait été faite, que nous ne partions que pour un temps, ou un laps de temps de 6 mois, aurait été tenue. Est-il vrai que John Hagemans a voulu empêcher que les jeunes de Rex soient lancés dans le combat? Qu'il ait voulu l'empêcher, certainement pas, mais John Hagemans tenait absolument à la promesse qui avait été faite d'un délai de 6 mois. Et après les 6 mois, il voulait rentrer avec ces jeunes, oui. Donc ça revient à dire que, en somme, il ne tenait pas tellement à ce que ces jeunes soient lancés dans le combat. Le moins possible. Oui. Et les jeunes alors, est-ce qu'eux, ils voulaient se battre? Les jeunes étaient très enthousiastes et insouciants. Ils voulaient se battre. Oui. En somme, il n'y a pas eu de conflit entre De Grelle et Hagemans concernant cette participation des jeunes de Rex au combat. Je n'ai jamais eu notion d'un conflit entre De Grelle et John Hagemans. Oui. Pourquoi le moral de la Légion Wallonie est-il descendu jusqu'à 0? Et ce sont des anciens de la Légion qui me l'ont assuré. Quand on a annoncé en mai 42 l'arrivée de ce deuxième contingent sous la direction de John Hagemans. Nous sommes arrivés au mois de juin parmi ces anciens qui avaient déjà connu les combats de l'hiver, les combats de Grovalka où ils y avaient très souffert et endurci des coups assez durs. Quand ils nous ont vu arriver de jeunes gamins ou presque encore, ils se sont imaginés que nous n'avions pas les aptitudes ou les qualités nécessaires pour encaisser des combats aussi durs par la suite. C'était une méfiance, oui. Le deuxième contingent a été très mal reçu par le premier contingent. Et cela pour une raison bien simple, c'est que le premier contingent ayant participé au premier combat de la Légion, eh bien, la Légion étant décimée, n'était plus en état de combattre. Disons qu'elle n'atteignait plus l'effectif voulu que pour être opérationnelle. Et il y en avait là-dedans qui s'imaginaient évidemment que la Légion n'étant plus en état de combattre, il s'en suivrait une démobilisation générale et tout le monde rentrerait au foyer. En toen dat tweede contingent is gekomen, ja, dan was het gedaan met naar huis te gaan. Hè? Alors oui, une fois que le deuxième contingent est arrivé sur place, on a reformé un bataillon complet. J'ai l'impression que vous n'étiez pas très d'accord avec l'incorporation de ces jeunes de Rex dans la Légion Wallonie. Non seulement je n'étais pas d'accord, mais l'ensemble des légionnaires n'étaient pas d'accord. Pour plusieurs raisons. D'abord, nous avions espéré pouvoir redescendre en congé en Belgique. La venue de ce nouveau contingent a fait sauter cette histoire en l'air. La seconde, et qui est la principale, c'est que nous n'admettions pas que ces jeunes, qui étaient si jeunes, viennent combattre au front de l'Est. Ils avaient quel âge? Oh, il y en avait même qui avaient 15 ans, mais qui, je m'empresse de vous dire, avaient falsifié leur carte d'identité. 15 ans? Oui, 15 ans. Il y en a eu. Et il y en a même eu assez bien qui ne sont pas revenus. Qui sont restés là-bas, et d'autres sont morts en Estonie. Toute cette jeunesse que l'on a amenée au front. Ce qui a été assez lamentable d'ailleurs. Lamentable? Oui, parce que ces jeunes n'étaient certainement pas préparés et ne se doutaient pas qu'ils viendraient combattre au front. D'un côté, moi je me suis engagé à 16 ans aussi. C'est toujours à l'arc qu'on fait les plus grandes folies. Des jeunes sont toujours pleins d'enthousiasme. Enfin, dans ceux qui vont à des guerres. Moi, je suis parti en chantant à 16 ans. J'ai quitté le collège en disant je m'en fous et je pars au... In 1418? Ben oui, mais c'est comme ça à toutes les guerres. Les jeunes, c'est toujours ceux-là qui veulent aller combattre. Dus u vindt het normaal dat ze ingezet zijn? Tout à fait normal. C'est pas ce qu'ils seraient venus faire autrement. Et ils voulaient absolument, c'était un idée, ils voulaient absolument se distinguer dans cette guerre. Et ça, leur renfort était considéré à la Légion comme la crème des combattants qui arrivaient seulement en renfort après tous les malheurs qu'il y avait eu les premiers mois. Et ils étaient d'une meilleure qualité beaucoup que les autres.
Et je ne vois pas, absolument pas, pourquoi on les a envoyés en Russie si ce n'est pas pour combattre. Et dans toute la campagne du Caucase, c'est la compagnie de la jeunesse qui a marché en tête et qui ont fait toutes les choses parce qu'ils voulaient se distinguer. Les jeunes aiment bien. Qu'est-ce qu'ils devaient faire en Russie autrement? C'était la veille d'une grande offensive qui arrivait vers le Caucase. Qu'est-ce qu'ils seraient venus faire pour regarder? Ils étaient bien jeunes, Oui. de 16 à 18 ans. Et n'étaient-ils pas trop jeunes pour être conduits à la mort? Leur chef, John Hagemans, avait espéré que vous ne les auriez pas fait courir de trop grands risques. Eh bien, écoutez, un chef doit assumer ses responsabilités. On ne vient pas à la guerre pour se promener, on vient à la guerre pour se battre et pour gagner. Ces garçons étaient jeunes. Il y avait des jeunes garçons partout. La division de la Hitler-Jugend est une des plus brillantes de la guerre. C'était des garçons de 16 ans. C'était des volontaires. Et bien agressifs. Regardez leur admirable drapeau. C'était le drapeau de la jeunesse. Qui s'y frotte, s'y pique. Alors, évidemment, j'ai eu ce problème de conscience. Comment épargner dans la mesure du possible ces jeunes garçons? Eux venaient constitués de telle façon qu'ils risquaient de se faire tous massacrer en un coup. Ils avaient fait un bataillon à part. Et j'ai eu d'ailleurs de grandes discussions, parfois pénibles, avec Hagemans pour décomposer son bataillon. Parce que nous avions à côté d'eux des centaines de costauds du Moyen-Âge, les travailleurs de la Légion du Bolidor, n'est-ce pas? C'était des mineurs. Il faut de la force physique au front. Il faut creuser des abris. Il faut faire toutes sortes de fortifications. Et c'est pour ça que j'ai mêlé mes hommes. Les jeunes et les ruraux et les mineurs. Pourquoi avoir mêlé? Pour compenser. Pour qu'à côté de la faiblesse physique des jeunes, il y ait la force physique des travailleurs des champs, des travailleurs des mines. Les jeunes qui sont venus avec John Hagemans et appartenant à la jeunesse rexiste ont été disséminés dans les différentes compagnies qui comportaient le bataillon. Pour quelle raison? Pour éviter qu'une compagnie seule ne soit formée que de jeunes, et éviter le moins de pertes possibles justement de ces jeunes. C'était une décision du commandeur Lippert. Ils avaient 16 ans, 17 ans. Et alors? Et moi j'avais 5 enfants, on pouvait dire ça aussi. N'est-ce pas? J'avais un autre qui avait 7 enfants. Et il y a une fraternité au combat, on est tous les mêmes. Eh bien, ces garçons-là, je voulais qu'ils fassent l'apprentissage vrai de la guerre, parce que c'était pour moi, dès ce moment-là, ma grande réserve pour faire de futurs chefs. Mais une réserve qu'on met dans les premières lignes. Parce qu'il faut apprendre chez moi. Une fois qu'il fallait remplacer mes officiers de carrière, il fallait des types de premier ordre. Et je n'envoyais aux écoles de guerre que ceux qui avaient fait donner la preuve, premièrement, de leur don de commandement, et deuxièmement, de leur don de courage. Parce que pour moi, pour être un bon officier, il ne suffit pas d'être un fort en tête. C'est comme ça qu'on a rempli les armées d'incapables militairement. Ils sont forts en tête, mais ils ne savent rien d'autre. Ils ne savent pas entraîner les gens. Alors, un de mes soldats ne pouvait aller à l'école de guerre que si il était devenu sous-officier au moins au combat, et s'il avait gagné la croix de fer au combat. C'était les 2 épreuves préliminaires. Sinon, rien à faire. Pour nos jeunes garçons, qui brûlaient de ça d'ailleurs, c'était les plus acharnés pour aller aux postes les plus dangereux. C'était les volontaires en tout. Cet apprentissage qui était terrible de la route vers le Caucase, des grands combats dans les Caucases, escalader tous ces pics dans des combats affreux, où les 9/10e ont été éliminés. Pas tous morts, mais un certain nombre. C'est que justement, beaucoup de jeunes, votre réserve, ont été tués. Mais ils étaient aussi un exemple. Ils passaient leur poids. Mais il y a aussi beaucoup qui étaient blessés. N'oubliez pas que plus de 90% de mes soldats ont été blessés à la guerre. Moi-même, j'ai été blessé 5 fois. J'ai eu 7 blessures, j'ai eu 8 fractures. C'est le métier, ça. Mais grâce à ça, j'ai eu là, parce qu'ils apprenaient, les jeunes, c'était avant tout des jeunes étudiants, des jeunes types brillants.
Ça m'a fourni une nuée de jeunes officiers merveilleux. La division Wallonie a été remarquable jusqu'à la fin à cause de la qualité extraordinaire de ces jeunes officiers. Terriblement nombreux d'ailleurs. Vous savez qu'un jeune officier de la SS avait une moyenne de vie de 3 mois. 3 mois. J'ai reçu au front d'Estonie un lundi 10 jeunes officiers de l'école de guerre de Tuls. Bad Tuls. De Bad Tuls. Le jeudi, c'est-à-dire 3-4 jours plus tard, il me restait un des 10 et il était blessé. Chez nous, l'officier était en avant tout le temps. De 26 augustus 1942 sneuvelde in de Caucasus de leider van de jeunesse rexiste, John Hagemans. Monsieur le roi, où et comment est tombé John Hagemans? John Hagemans est tombé à Tcheriakov lors d'une patrouille à l'heure de midi. Je n'étais pas loin de lui lorsqu'il est tombé, je n'étais pas un des plus près. Alors, je me suis approché de lui et effectivement, j'ai vu que John Hagemans avait une tache de sang sur la tempe et un tout petit trou par lequel coulait un tout petit peu de sang, pas beaucoup. Et j'ai vu John Hagemans s'est couché sur le dos. Il avait un chapelet sur lui. Il a pris son chapelet et il a commencé à réciter des Ave Maria. Je vous salue Marie, pleine de grâce, etc. Jusqu'à ce qu'il s'éteigne, jusqu'à ce qu'il meure. Il y a eu donc un tir d'artillerie des Russes, qui était très fort en artillerie. Et il y a eu 3 morts. Il y a eu donc un Flamand, un Borin et un Hagemans, qui sont tombés tous les 3. Et vous avez vu John Hagemans quand il était mort? Oui, je me suis agenouillé après lui et j'ai juré de continuer le combat. Et quel a été l'effet de sa mort chez les jeunes du 2e contingent? Chez les jeunes étaient naturellement, par sa mort, désespérés et attristés. Disons que parmi les jeunes, par exemple, ça a été la stupéfaction. On ne pouvait s'imaginer que à la seconde même, enfin, disparaissait celui qui, en fait, était à la base de notre départ. Et sur la Légion Wallonie en général, chez les adultes? Chez les adultes, John Hagemans n'était pas leur chef. John Hagemans était alors, à l'époque, quelqu'un qui était bien sûr connu comme étant le chef de la jeunesse, mais était pour eux un soldat comme tous les autres soldats. Disons que pour nous, la mort était devenue familière. Il en mourait tout le temps. Donc, disons que ça n'a pas eu d'impact au point de vue moral. C'est vrai que les jeunes ont voulu rentrer après la mort de Hagemans. Ont voulu rentrer. Nous en avons discuté. Qu'on ait voulu rentrer, ce n'est pas l'expression n'est pas propre. Nous en avons discuté. Moi-même, personnellement, je me rappelle avoir été dans une maison qu'on appelait alors, ces maisons russes, des kasbahs. Nous nous trouvions assis autour d'une table et c'était directement après sa mort, la mort de John Hagemans, et nous avons discuté d'abord de la promesse qui nous avait été faite. Rentrer après 6 mois. Que nous rentrerions après 6 mois, c'était une discussion. Ce n'était pas un impératif de notre part. Alors, j'ai vu le sergent qui s'appelait le sergent Ledoux, qui était notre chef de groupe, qui est sorti de la Kasbah, et 10 minutes après, il revient et nous intime l'ordre de nous rendre chez le commandeur. Lippert, oui. À tous les 6, nous étions à 6. Nous nous rendons chez le commandeur, sans savoir de quoi il s'agissait ou de quoi il pouvait s'agir. Nous nous mettons devant la porte de sa maison, devant la porte de son poste de commandement. Nous nous mettons en rang d'oignon, tous les 6. Lippert sort de son poste de commandement et derrière, suivi de De Grelle. Et Lippert s'avance vers nous et nous dit: messieurs, je suis très déçu. J'ai appris que vous aviez tenu des propos de désir de vouloir rentrer chez vous. Je tiens à vous signaler
que vous êtes des soldats, que vous appartenez à la Légion Wallonie et que vous rentrerez chez vous lorsque nous en prendrons nous-mêmes la décision. Veuillez rentrer maintenant dans vos rangs. Et plus tard, il s'est adressé à vous aussi, Oui, en ce qui concerne cette affaire. Ça c'était plus tard. C'était lorsque nous étions à Tcherkassy, et après un combat que nous avions eu dans un endroit qui s'appelait Irdin. Oui. J'ai été décoré de la Croix de fer de seconde classe, c'était ma première décoration. Et lorsque Lippert m'a remis cette décoration, il s'est toujours rappelé m'avoir fait cette recommandation à Tcheriakov. Et il m'a dit, ce qui m'a très frappé, et ce qui m'a fait plaisir aussi d'ailleurs, il m'a dit, le roi, je vous félicite, vous vous êtes racheté. Avez-vous approuvé la façon dont les 150 jeunes du deuxième contingent ont été envoyés au feu? Oui, oui, parce que nous avions l'intention nous-mêmes d'aller au feu. La jeunesse légionnaire vous appelle. Jeunes garçons, jeunes filles, venez vous joindre à nous. Une affectueuse camaraderie vous attend. Joyeuse vie. Et saine distraction au grand air. De 20 maart 1943 vaardigden de jeugdleiders van de Jeunesse Rexiste en de Jeunesse Romane gezamenlijk een proclamatie uit. Hierin onderstreepten zij de noodzaak om hun krachten en inspanningen te bundelen in de strijd tegen het bolsjewisme en besloten zij hun respectieve organisaties samen te smelten in een nieuwe, eengemaakte jeugdbeweging, de Jeunesse Légionnaire, gebaseerd op de nationaal-socialistische beginselen. Ook verbonden zij zich tot toetreding van hun kaders tot het Waalslegioen en de Waffen-SS. En opnieuw, zoals bij de Jeunesse Rexiste, doet zich onder de ondervraagde getuigen dezelfde tegenstelling in zaken het doel van de Jeunesse Légionnaire voor. Le recrutement des légionnaires était-il si difficile qu'on devait créer une jeunesse légionnaire? Rien à voir avec ça. Ce qui était essentiel, c'est qu'il y ait une jeunesse qui reçoive une formation. C'est sûr que c'est intéressant qu'un certain nombre viennent au front, mais c'était pas ça le but. C'était former une jeunesse splendide, qu'il y ait guerre ou pas guerre. Et ce n'était, selon vous, ce n'était pas une préparation à la Légion? Non. Pour en former donc des soldats pour la Légion? Non, non, non. Pour en former des chefs de jeunes plus tard, oui. C'était un honneur que l'on désirait rendre à la Légion Wallonie, parce que pour Léon de Grelle, ce qui était le plus important à cette époque-là, c'était sa Légion. C'était sa Légion et les... Pourquoi c'était tellement important les états de service et les états d'éclat que la Légion pouvait rendre lors des combats engagés au front de l'Est. Parce que pour lui cette présence dans ces armées européennes, lui donnait le droit, lui donnait le pouvoir de s'élever, de se mettre en image. Sur le plan politique. Sur le plan politique. Na de dood van Hagemans werden 2 onderofficieren, die elk aan het front een peloton van de Jeunesse Rexiste in het Waals Legioen hadden aangevoerd, met instemming van commandeur Lucien Lippert naar België gestuurd om er in plaats van de gesneuvelde Hagemans de Rexjeugd te leiden. Het ging om de opvolger van Hagemans, Paul Meseta, een gewezen haarkappershulp uit Buis, met als adjunct Albert Verpoorten. Over hun oogmerken met de Jeunesse Légionnaire hebben andere getuigen dan onze vorige gesprekspartners heel andere opvattingen. Om te beginnen al onze in de rug gefilmde Waalse gesprekspartner die in de Caucasus een schotwonde had opgelopen en na een herstelperiode naar België werd gezonden om er leider voor pers en propaganda van de Jeunesse Légionnaire te worden. C'était former des jeunes
avec l'idéal du rexisme et avec l'exemple des légionnaires. Oui, mais il y manque peut-être quelque chose. Préparer les jeunes gens pour être incorporés plus tard dans la Légion Wallonie. Oui, d'accord, mais je vous confirme que, disons, que nous étions un exemple pour les jeunes, un exemple de sacrifice et de service. Oui, d'accord, nous avons quand même eu plusieurs, vous avez de nombreux morts, nous avons eu de nombreux blessés, nous avons combattu fortement au front de l'Est, et grâce à ça, il y avait une auréole autour du légionnaire. Et disons que le légionnaire est un exemple, et c'est... Un exemple, pour quoi faire? Ben, éventuellement pour s'engager plus tard à la Légion de la Wallonie. À mon avis, c'était surtout parce que la Légion était une émanation et qui donnait suite, si vous voulez. La jeunesse légionnaire était une émanation de la Légion et allait servir de réserve au fond pour des recrutements futurs. Et nous pensions, à ce moment-là, puisque c'était la jeunesse légionnaire, que cette lutte commune contre le communisme allait nous donner des droits, et que quand nous aurions des droits, nous organiserions chez nous quelque chose d'autoritaire, de très ressemblant, peut-être au national-socialisme allemand, mais pas le même. C'était peut-être joué au fin, c'était peut-être au plus fin, c'était sans doute naïf, mais c'était comme ça. Ça, je puis vous le garantir. Pourquoi, monsieur, les leaders des mouvements de jeunesse de l'Ordre Nouveau, réunis le 20 mars 1943 à Bruxelles, ont-ils créé la jeunesse légionnaire en proclamant l'indépendance de cette organisation vis-à-vis de n'importe quel groupement politique? Disons, il y avait peut-être une petite astuce en ce sens qu'on recrute plus facilement des jeunes sans un nom de politique. Sans un nom de Rex, enfin. C'est pour attirer les jeunes, oui. sans dire qu'on appartient à Rex. C'est ça. Pourquoi n'y a-t-il jamais eu une jeunesse hitlérienne en Wallonie? Mais nous avions une jeunesse légionnaire qui avait déjà toute sa formation, qui était ancrée en Wallonie, qui était ancrée à Bruxelles. Il n'était pas nécessaire d'avoir de jeunesse hitlérienne. Et surtout que ce mot hitlérien, en Belgique, aurait été réprouvé. En Wallonie? En Wallonie, oui. Oui. Parce qu'il y a eu ceci, étant donné que cette jeunesse légionnaire existait et qu'elle était passée avec les autres organisations de Rex du côté de l'ASS, il ne fallait pas une jeunesse hitlérienne à part. Hein. Donc la jeunesse légionnaire suffisait déjà à ce but-là. Certainement, la jeunesse légionnaire était assez importante et suffisante pour avoir d'autres apports de jeunes parmi nous. Oui. Il faut quand même dire, Monsieur Leroy, que le nombre de jeunes qui étaient à la jeunesse légionnaire n'a jamais été brillant. Hein. Ça n'avait pas d'importance à cette époque-là. Pas impressionnant du tout. Hein. Ça n'avait pas d'importance à cette époque-là. Même pas plus de 2000 membres. Une manifestation de jeunes suffit, même si elle n'est que symbolique. Ce sont les minorités qui font les révolutions, monsieur, vous le savez. De jeunesse legionair werd vanuit Duitsland zwaar financieel gesteund. Ten bewijze hiervan volgen hierna twee voorbeelden. De 4 januari 1944 werd Leon Motte, die instond voor de boekhouding van de jeunesse legionnaire, door de Westbank, een Duitse financiële instelling te Brussel, ervan op de hoogte gebracht dat een som van 800.000 frank op zijn rekening werd gestort door het bureau van de Duitse Rijksjugendführung te Brussel. In een tweede weergevonden brief van de 31 januari 1944 werd Leon Motte medegedeeld dat door hetzelfde bureau een som van 1,5 miljoen frank op zijn postrekening was gestort. Beide sommen dienden ter ondersteuning van de jeunesse légionnaire. Mais comment pouvez-vous expliquer ces versements? Je l'apprends. Oui. Je l'apprends, mais ça ne m'émeut pas. Non. Ah, ça ne vous émeut pas? Non. Mais vous pouvez approuver cela? Mais je l'approuve, oui. U herinnert zich gewis het verhaal van Jacques Leroy
bij de aanvang van ons programma. Wat is er nu met hem gebeurd nadat hij daar in het woud van Teclino zwaar was gewond? Je me trouvais, après 3 semaines de souffrance, dans un hôpital à Lemberg, en Pologne. Et enfin, dans un lit blanc. Je refusais toute nourriture. Et un soir, je demandais un prêtre. Je savais que c'était la fin. J'avais la gangrène et mon épaule et mon bras étaient déjà mangés par le pus. Était-ce la faiblesse? Était-ce la jeunesse? La mort ne me faisait absolument pas peur. Le prêtre vint et je m'entretins avec lui pendant 2 heures. De quoi lui ai-je parlé? De ma famille, de ma mère, de mes sœurs, de mon frère. Et je lui ai donné leur adresse. Je reçus la communion et l'extrême onction. J'étais déjà dans l'au-delà. Plus rien n'avait d'importance. Et c'est la sincérité la plus absolue, c'est vrai. Je me trouvais dans un long tunnel dont je ne voyais pas la fin. Le lendemain, je me réveille, je vivais encore, j'en étais surpris. J'ouvris les yeux, c'est un pléonasme, et je vis 5 personnes vêtues de blanc autour de mon lit. Je n'étais pas mort. On me transporte à la salle d'opération, on me mit un masque sur la figure et on me demanda de compter jusqu'à 20. Je comptais jusqu'à 15 et en français. Le lendemain, vers 8 heures du matin, c'était le 12 mars 1944, je me réveillais, je me sentais beaucoup mieux. Une Schwester, une infirmière, était à mes côtés. Elle y était restée toute la nuit et me sourit. Je promenais ma main sur mon corps et ne comprenais pas jusqu'à ce que l'infirmière m'expliqua ou essaya de m'expliquer. Car à ce moment, le médecin-chef fit son apparition et sans détour ni embâche me dit qu'on m'avait amputé, que c'était la dernière et extrême solution et qu'un jour de plus, je me serais retrouvé en face, et en face, c'était le cimetière. Ça, je le savais déjà, puisque je m'étais trouvé dans ce tunnel. Il est plus facile de mourir que de vivre. Après l'hôpital, au mois de juillet 1944, j'avais été décoré de la Croix de Fer de première classe et été adjudant. J'ai été voir Léon de Grelle et lui ai fait part de mon désir de retourner au front. De Grelle stuurde Leroy naar de Waffen-SS-officierenschool te Sophienwalde, samen met de leiders van de Jeunesse Légionnaire, Paul Mesetta en Albert Verpoorte. Na een paar maanden spoedopleiding werd Leroy als ordonnansofficier opgenomen in de kampgroep Derricks, die met ingang van de 12 januari 1945 in het oosten in Pommeren werd ingezet. Maar het leven van ordonnansofficier beviel Leroy hoegenaamd niet. Hij wilde per se bij de strijdende troepen zijn. Hij kreeg zijn zin en werd pelotonoverste in de kampgroep. Monsieur Leroy, vous êtes retourné au front après avoir été amputé de votre bras droit et avoir perdu l'œil droit. Oui. Vous êtes retourné. Mais d'où vient cet acharnement de vous battre? Ce n'est pas un acharnement à me battre, c'est de retrouver l'ambiance avec mes camarades, non seulement retrouver l'ambiance avec mes camarades, mais aussi servir mon ambition. Servir mon ambition. Qui était l'ambition qui était? De devenir officier, je tenais absolument à devenir officier, et à gagner la croix de chevalier, c'est-à-dire la Ritterkreuz.
Vous vouliez devenir, ou vous vouliez être un héros? C'est possible, oui. C'est ça votre ambition? C'est peut-être devenir un héros. Et pourquoi pas? C'est une ambition. Même si cela signifiait la mort? Même si cela signifiait la mort. Je parle maintenant de l'époque, de l'état d'esprit à l'époque. Donc plutôt mourir en héros que de vivre dans l'indifférence. Et dans l'indifférence et dans la médiocrité. D'accord. Mais comment pouviez-vous charger votre mitraillette à un bras? Je vois pas très bien. Pour une personne extérieure, c'est presque impossible de penser que l'on puisse avoir une telle habilité. Ma mitraillette, pour la charger, je la mettais entre mes deux genoux, je serrais les genoux et j'armais ma mitraillette par le dessous avec une main. C'est faisable, tout est faisable. Mais vous étiez en première ligne, tout est faisable. Des combats de tout près. Oui, oui, tout est faisable. À une main, quoi. Tout est faisable. Je participais à la plupart des assauts. À la plupart des assauts. Et en compter en tout 46. Ce qui me valut la Nahkampfspange in Silber, c'est la médaille des combats rapprochés en argent. Le 15 mars 1945, avant de partir pour Aldame, mon frère Claude, âgé de 17 ans, et engagé seulement depuis octobre 1944, refusait de partir. De se battre. De se battre. Et voulait, en compagnie de 2 autres jeunes légionnaires, déserter. Il ne voulait pas se battre. J'ai alors giflé mon frère devant les autres. Ce fut instinctif. Avant la bataille, quelques heures avant la bataille, mon frère s'approcha de moi et me dit « Jacques, je ne reverrai plus maman. » Le 17 mars au matin, il tombait, une balle dans la tête. Je me le reprocherai jusqu'à ma mort. Ce que je vous dis au sujet de mon frère, je vous le dis en toute sincérité, et c'est la stricte vérité. Vous vous considérez responsable? Je me suis considéré responsable, bien sûr, bien sûr. Mon frère avait 3 ans de moins que moi. Bon, j'étais à la Légion déjà depuis près de 3 ans. J'étais aguerri. Les combats pour moi, c'était presque devenu une routine. Mon frère n'en avait pas encore connu un seul, c'était son premier, et il est tombé à ce combat-là. De ces combats d'Aldame, au corps à corps, 19 chars d'assaut dans mes positions. À 10 mètres, un de ces chars tire sur moi et me rate. Nos Panzerfaust, nous ne pouvions pas nous en servir, on avait oublié de les charger. Nous avons tenu 3 jours et 3 nuits, presque sans nourriture. On n'avait d'ailleurs pas très faim, on n'y pensait pas à la faim. Les nerfs étaient sous tension permanente. De 40 hommes, nous sommes revenus à 7. Na de bloedige gevechten om Altdam zette Jacques Leroy zich nog in aan de Oder, werd met het door hem zo gegeerde Ridderkruis onderscheiden en kwam tenslotte in Amerikaanse krijgsgevangenschap terecht. Les camps. Les Américains, qui nous traitaient pire que des animaux, pire que des cloportes. Rien à manger, rien à bouffer. On marchandait tout ce qu'on avait. Pour un petit morceau de pain, pour une cigarette, on bouffait de l'herbe et des racines. Et ainsi, de camp en camp, avec toujours le même souci, la faim. Met andere Waffen-SS'ers werd Leroy opgesloten
in het vroegere concentratiekamp van Neuengamme, dat toen door onder andere Belgische manschappen werd bewaard. Je dus m'agenouiller à même le sol, le visage tourné vers le soleil, le bras levé en l'air, et cela pendant 3 heures. Un jeune wallon, aussi, 17 ans, s'était plaint de la faim. On lui fit manger de la terre et des graviers. C'est exact, c'est réel. Tout ce que je vous raconte maintenant, c'est la pure vérité. Door het Belgisch krijgsgerecht werd Leroy tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld, ook al was hij nog niet meerderjarig. Er werden verzachtende omstandigheden in acht genomen, maar enkel wegens zijn jeugdige leeftijd. Hij zat 5 jaar opgesloten en is nu sedert 1976 in eer hersteld. Maar zwaar blijft hij tillen aan hetgeen met zijn familieleden is gebeurd. Mais non seulement moi, mais aussi ma mère, mes sœurs, mon père, tous ont été incarcérés. Mes jeunes sœurs, à l'âge de 9 ans et de 15 ans. Et mon père, pendant 5 ans, il a tout perdu. Propriétaire d'une brasserie malterie et de plusieurs immeubles. On a tout pris, tout confisqué. À 50 ans, il devait recommencer à zéro. Nous nous trouvions à 5 personnes dans un minuscule appartement à Bruxelles, à la rue de Droodbeek, à Schaerbeek. Et ma mère. Ah oui, ma mère. Quelle femme merveilleuse. Elle ne pensait qu'à nous, ne vivait que pour nous, pleine d'abnégation et de sacrifice, travaillant sans relâche pour que ses enfants aient un peu de bonheur. Sa vie fut un calvaire, ne le remarquaient que ses proches, et ses souffrances, elle n'en laissait rien paraître. Nous lui devons tout. Elle est morte atteinte par le cancer. Cette grande dame fut et reste un exemple. Messieurs, vous êtes 2 des plus jeunes membres de la division Wallonie de la Waffen-SS. Vous vous êtes engagés à l'âge de 14 ans. Vous préférez que je ne donne pas vos noms. Je peux vous demander pourquoi? La répression qu'on aurait à Wallonie sur les enfants. Parce qu'à Wallonie, les gens sont encore beaucoup trop méchants pour ce qui s'est passé pendant la guerre. Et c'est la même chose pour vous, monsieur? Tout simplement, oui. Oui. La répercussion sur les enfants. Een van deze gesprekspartners verloor zijn moeder toen hij nauwelijks 5 jaar oud was. Samen met zijn broertje en zusje werd hij opgenomen bij zijn grootmoeder. Toen zijn vader na de 18-daagse veldtocht in 1940 terug thuis kwam, trouwde deze spoedig met een vrouw die een dochter had. Zoals het nog gebeurt, trok die tweede vrouw haar dochter voor en werden de kinderen uit het eerste huwelijk van de vader de peer van de historie. Onder invloed van hun stiefmoeder kregen ze van hun vader meer slagen dan eten, wat tijdens de oorlog niet zo moeilijk was, en werden zij als het ware de deur uitgekeken. Het was duidelijk dat men hen liever verloren dan gevonden had. De toestand was voor hen onhoudbaar geworden. Een verblijf van 6 maanden in een kamp van de jeunesse romane te Pérouet was daarom voor hen een ware bevrijding. Eens terug thuis was de toestand er niet op verbeterd. Wel in tegendeel. Puis mon père nous a fait partir en Allemagne, dans de camp de jeunesse. Nous autres, on appelait cela KLV. KLV.
Ah, Kinderlandverschickung. Oui. Et vous aviez quel âge à ce moment? J'avais 12 ans. 12 ans. 12 ans. Alors nous sommes partis à Stenham, là-bas du côté de Ulm, et à Oberfallen, par la suite. C'était 2 camps, 3 kilomètres à côté de l'autre. Et nous sommes allés là-bas et on était bien. Nous sommes arrivés au crevette fer quand nous sommes arrivés. Il y avait une grosse cuve de patates qui était en train de cuire pour les cochons. Il y avait un prisonnier français là-bas. Quand il nous a vu sauter sur la patate, comme des affamés, cet homme-là nous regardait tout bêtement. Il ne savait pas qu'en Belgique, on crevait de faim. On avait passé l'hiver 41-42 sans rien de tout. Hein, on avait des patates gelées et toutes sortes de saloperies à manger, on n'avait rien d'autre. Et alors, nous, là-bas, nous étions au paradis. Hein. Nous avons eu à manger là-bas, formidable. De tout, de la viande, de pommes de terre. On avait ce qu'on voulait, nous étions très bien. Chez moi, c'était l'enfer, là-bas, c'était le paradis. On avait à manger, on avait de tout. On était soignés, on ne nous frappait pas. Et quand vous êtes revenu de l'Allemagne, monsieur, après votre séjour dans un camp de jeunesse là-bas, cela allait mieux avec votre nouvelle mère? Non, pas du tout. Nous étions mal vus, maltraités, frappés. À l'influence, c'est mon père qui nous frappait, il nous mettait couchés, sans souper, 2-3 jours, même sans manger, sans boire. Même l'instituteur à l'école avait mal au cœur à nous voir aller. Nous étions à pieds nus dans des sabots. On n'avait rien à manger. On ne pouvait pas rentrer avant 4 heures à la maison. On nous faisait soi-disant dîner à l'école, mais dîner avec quoi? Avec rien. On n'avait rien du tout pour dîner. Qu'avez-vous fait alors? Ou plutôt, qu'a-t-on fait de vous? Nous a envoyés d'un coin à l'autre, puis je suis allé à la jeunesse. Quelle jeunesse? La jeunesse romane s'avait réuni avec la jeunesse rexiste. Ils avaient fait un assemblage de ne plus faire qu'une jeunesse, la jeunesse légionnaire. Alors, j'étais à la jeunesse légionnaire, j'allais le samedi et le jeudi. Et là, on recevait à manger. On avait des gros bols de soupe. Franchement, à parler, je buvais 3-4 bols de soupe qu'on avait devant ballonné pour les autres jours qu'on n'avait pas mangé. Gedurende 2 à 3 maanden werd onze gesprekspartner nog thuis gedoogd. En dan werd hij als leerling-mechanicien naar de Jonkers vliegtuigfabrieken in Duitsland gestuurd. Want ook op die manier, omdat ze thuis te veel waren, zijn jongeren in de collaboratie geraakt. Mais je crois que les usines Jonkers ont été bombardées un peu partout, comme plusieurs autres usines d'ailleurs. Ah oui. L'usine Jonkers, vous étiez à quelle usine? Halberstadt. Halberstadt. L'usine Jonkers à Halberstadt n'a-t-elle pas été bombardée? C'est rasé. Rasée. Par 2 fois. Donc vous avez dû partir. On est parti à Keuten. Hein? À Keuten. À Keuten. Dans une autre usine? Dans une autre usine. C'était des moteurs là-bas. Et là, on vous a bombardé également? Ah oui. Et qu'est-ce que vous avez fait alors? Nous avons resté un bon mois après le bombardement, puis nous sommes partis dans des camps germaniques. Camps germaniques? Oui. C'était quoi? Des camps pour l'instruction militaire. Ah, vous aviez eu une instruction militaire à ce moment. Oui. Et vous aviez quel âge à ce moment? J'avais 14 ans. Oui. 14 ans. Oui. Mais instruction militaire, vu votre âge, vous ne pouviez pas rejoindre la Waffen-SS Wallonie quand même, n'est-ce pas? Nous sommes partis en 2 groupes. Le premier groupe, le plus âgé, qui avait 16 ans, sont entrés du camp germanique à Heiligenstadt, sont partis à la Légion. Mais vous ne pouviez pas rejoindre la Waffen-SS Wallonie. Non, il fallait 16 ans. Il fallait 16 ans. Mais aviez-vous envie de vous battre? Ah oui. Oui, on avait envie. Pourquoi ça? Pour venger des chefs qui étaient morts au combat, que nous avions eu avec nous, des braves garçons, très gentils, et ça nous tenait au cœur de savoir qu'ils étaient tombés sur le front russe. Mais
vous n'aviez pas l'âge requis pour vous engager. Vous n'aviez que 14 ans. Et donc vous n'êtes jamais parvenu à vous engager. Si. Comment ça? Falsifier la carte d'identité. Ah, falsifier Ouais. la carte d'identité. Oui. Op plaats de 30 om te 28. Of daar 28. Samen met onze gesprekspartners werden een 45-tal Waalse jonkersleerlingen van 14 jaar in het Waalslegioen opgenomen. Al was het maar om ze van de straat weg te houden en voor hen te kunnen instaan. Werden ze aanvankelijk nog ingezet als estafette en ordonnans, dan werden ook zij in de laatste gevechten aan de Oder in de strijd geworpen. Comme les autres soldats. Comme les autres soldats, il n'y a pas de différence. Pourquoi les chefs militaires wallons ont-ils accepté des soldats de 14 ans? Ils ne savaient pas qu'on avait 14 ans. Pour eux, on avait 16 ans. Mais est-ce que ce manque d'expérience de ces jeunes garçons n'a-t-il pas eu des conséquences désastreuses? Bon. Oui. Vous dites non, lui il dit oui. Oui. Il y en a un parmi nous qui a, malheureusement, par un ordre mal reçu, tiré un Panzerfaust sur un char allemand, croyant avoir devant lui un char russe. C'était simplement... Ce n'est pas un manque d'expérience, ça? Non. Non? Allez, tiens. Non, les Allemands qui étaient à côté de nous, dans les positions à côté, avaient crié Panzeralarm. Alors, c'était la nuit. Alors, on a entendu les chenilles de tanks arriver. Ce copain-là, c'était un jeune de notre âge, il a sauté sur un Panzerfaust qu'il avait à côté de la tranchée. Il l'a pris, il l'a empoigné, il a visé le tank allemand. Il a visé le tank. Le tank a été bousillé. C'était justement un tank allemand, il en avait plus. Oui. Il y avait même les femmes avec, hein, on les attendait. Hein. Des femmes? Ah oui, les femmes russes. Hein. Qui attaquaient? Ah oui. Ah, les femmes russes. On en avait peur même des femmes russes. Pourquoi ça peur? Parce qu'on a retrouvé 2 copains avec les parties coupées. Crucifiés dans... Tu peux avoir acheté de wallons? De wallons crucifiés dans une porte de grange. Avec les testicules coupés, on les avait foutus dans la bouche. Alors, quand on voyait ça... Et c'était surtout les femmes... Les femmes et les les Mongols. femmes soldats russes oui, et les Mongols. qui faisaient cela? Oui, et les Mongols. Combien de jeunes garçons wallons de votre âge se sont-ils engagés à la division Wallonie? À ma connaissance, de ceux de la Junkers, nous étions à une quarantaine, 40-45. Et combien en sont tombés au front? Oh, assez bien. Assez bien? Oui. Ça veut dire? Nous sommes, à mon point de vue, de ceux que j'ai revus par après quand nous avons été rentrés en Belgique, une quinzaine, pas plus. Une quinzaine sur, donc combien? 40-45. Donc en somme, un tiers est revenu. Oui. Et les 2 tiers sont restés au front. Sont restés là-bas. Na het einde van de oorlog in 1945 belandde onze jonge Oostfronter aan de Nederlands-Belgische grens. Mais comment êtes-vous arrivé en Belgique? Ah, de la Belgique, de l'Allemagne, avec ce copain-là, nous avons fait des camps de rapatriement en Allemagne. Il y avait des camps. Que quand nous sommes arrivés à la frontière hollandaise, il y avait un appelé Plisnier-Rigaud qui nous dénonçait là-bas. Plisnier, dites-vous, et... Rigaud. Ah, deux de la Légion. 2 de la Légion? 2 de la Légion qui avaient tourné la veste. C'était 2 légionnaires? 2 légionnaires, voilà. Qui ont fait ça? Oui. Attention, c'était de mauvais légionnaires. Parce qu'un vrai légionnaire n'aurait pas fait ça. Mais quand même légionnaire. Soi-disant, pour tâcher à ne pas être condamné en Belgique. Ils voulaient se blanchir. De toen 15-jarige Oostfronter werd gedurende 5 jaar in het wederopvoedingsgesticht de Mol opgenomen. Volgens zijn eigen verklaringen werd hij daar goed behandeld. Onder andere door 3 opvoeders die nochtans in het concentratiekamp van Buchenwald hadden gezeten. In tegenstaande onze gesprekspartner bij de Waffen-SS had gestreden, moest hij daarna toch zijn militaire dienst in het Belgisch leger verrichten. Eens die achter de rug
daalde hij gedurende 13,5 jaar in de Waalse mijnen af en werkte hij daar, volgens hij ons zei, gedurende het laatste 1,5 jaar in galerijen waar 1,20 meter water stond, omdat hij dan een premie van 20 frank per dag meer had. Een premie die hij best kon gebruiken, want inmiddels had hij in zijn huwelijk 5 kinderen verwekt. Samen met een andere gewezen Waalse oostfronter behoorde hij tot de redders van Marcinelle. Om mijn ondergedolven kameraden te bevrijden, zoals hij dat ons zei. Op 35-jarige leeftijd zaten zijn longen vol stof, werd hij afgekeurd en op pensioen gezet. Maar ook nog na meer dan 40 jaar heeft de herinnering aan de ellende die hij op 14-jarige leeftijd aan het front heeft meegemaakt hem niet verlaten. Écoutez, j'ai vu beaucoup de copains tomber. J'étais jeune, j'ai vu beaucoup de copains avec le ventre ouvert, les bras arrachés. Je sais ce que c'est de la guerre. Celui qui n'a pas vécu ne sait pas faire une histoire de cela. Parce que quand vous entendez des mourants qui sont en train de crier après leur mère, parce qu'aussi bien des SS, que la Waffen-SS, que la Légion Wallonie, des SS allemands crient après leur mère. C'est le dernier cri de la bouche qui sort, c'est maman.